Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de comment écrire une romance. Alors nous sommes en octobre et donc qui dit octobre dit Preptober. Si vous ne savez pas ce que c'est le Preptober, c'est le mois de préparation avant le NaNoWriMo. NaNoWriMo, concours d'écriture international où il faut écrire 50 000 mots en un mois, donc le mois de novembre, ce qui fait à peu près 1600 mots par jour écrits. À peu près. Il y a un site officiel du NaNoWriMo sur lequel tout le monde peut aller s'inscrire, c'est gratuit. Il y a plein d'informations là-bas, vous pouvez rentrer le nombre de mots que vous écrivez par jour. Il n'y a absolument rien à gagner de ce concours, c'est juste pour vous, pour vous-même, pour rencontrer parfois d'autres auteurs, pour écrire en fait en harmonie avec le monde. Et c'est vraiment super chouette, mais aussi assez compliqué, assez intense. Et tout le monde n'y arrive pas. Et le but, c'est tout simplement de progresser dans son écriture, dans son roman. Donc, n'hésitez pas à participer au NaNoWriMo si ça vous tente, si vous voulez tester ou si vous le faites de toute façon tous les ans. Je ne vais pas vous faire une vidéo sur comment écrire un livre. Il existe plein de vidéos sur comment écrire un livre. Et j'aurai certainement moi-même des conseils à vous donner dans une prochaine vidéo. Et si vous cherchez une chaîne de conseils d'écriture, j'en connais plusieurs, mais je peux vous recommander Le Tropper. Le Tropper parle vraiment en détail de la construction d'une histoire pas à pas et de la construction de personnages aussi pas à pas. Et ces vidéos m'ont vraiment beaucoup aidée. Et il y a aussi Christelle Lebailly, auteur, une chaîne pour les auteurs spéciale dans l'écriture où elle a tout vu. Elle a parlé d'absolument tous les sujets en termes d'écriture. Elle a donné tous les conseils jamais possibles et imaginables sur l'écriture. Si vous voulez savoir comment faire une description, si vous voulez savoir comment créer une intrigue, des bons personnages, peu importe. Elle a tout fait, tout vu, de parler de tout. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est vraiment très très bien. Et d'ailleurs, pour le NaNoWriMo, si ça vous tente, elle fait des live Twitch où vous pouvez aller, je crois que c'est 1 ou 2 heures tous les soirs. Elle fait un live Twitch où on écrit avec d'autres auteurs. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez besoin d'écrire avec d'autres personnes et que dans votre entourage, vous n'avez pas d'amis auteurs. C'est l'opportunité. Voilà, maintenant on va se concentrer sur le but de cette vidéo. Nous, on va parler de comment écrire une romance, très spécifiquement une romance. Pourquoi la romance existe? Pourquoi est-ce qu'on lit de la romance? Parce que l'amour, c'est cool. L'amour, c'est génial. J'adore l'amour, j'adore l'amour. Et lire de l'amour, c'est vraiment fantastique. Dans les romances, il y a de l'émotion, il y a de la tendresse, il y a des câlins, il y a le cœur qui s'emballe, qui va vite, on ressent l'amour, on tombe amoureux de certains personnages. Lire de la romance, c'est censé nous faire vivre à nous, lecteurs ou lectrices, une histoire d'amour par procuration dans un livre. Le public cible de la romance, ce sont plutôt les femmes, dans sa généralité, grande généralité, je dirais. Et le but, c'est de vivre cette histoire d'amour par procuration. Et pour ça, il y a certaines conditions à remplir. La première, c'est mélanger le fantasme et la crédibilité. Le fantasme, il en faut un peu. Il faut un peu de merveilleux. On veut pas vivre une histoire d'amour comme ça se passerait dans la vraie vie, avec on commence par des textos, puis ensuite on a un rencard, et puis après il y a le premier baiser, et puis après on continue de se parler et on franchit chaque étape les unes après les autres, comme ça se passerait globalement dans la vraie vie, ou avec les questionnements de la vraie vie, ou avec les doutes de la vraie vie. On n'a pas envie de faire ça dans une romance. Nous, ce qu'on veut, c'est un peu de fantasme, c'est un peu de merveilleux, c'est vivre des situations sur lesquelles on ne pourrait pas tomber dans la vraie vie. Il y a un trope qui s'appelle Step Brother, qu'on aime ou on n'aime pas, mais le but c'est de tomber amoureux de son demi-frère par alliance qui vit dans la même maison que nous, qui est super canon, etc. Et qui est absolument interdit puisque nos parents ont prévu de se marier ou sortent ensemble ou même sous-mariés. Donc amour interdit, on adore. Et ce genre de truc, ça n'arrive pas normalement dans la vraie vie. Ça doit arriver à une personne sur 1 milliard et nous, on a envie de vivre ça. Alors on lit une romance. Donc un peu de fantasme, un peu de situations rocambolesques qui sortent de nulle part et on n'est pas obligé de justifier chaque truc pour que ce soit absolument réaliste.
attention, on veut pas non plus que ça, on veut pas non plus que du fantasme, parce que sinon, on n'arrive pas à s'attacher à l'histoire, on peut pas réellement se dire qu'on pourrait nous vivre ça. Donc il faut commencer avec de la crédibilité, avec une histoire bien construite, où il se passe des choses, où ce qui se passe pourrait potentiellement vraiment se passer. Après, bien sûr, c'est mis de côté avec le surnaturel, la romantaisie, etc. Mais le déroulé de la romance, on veut quand même que ce soit crédible. Donc, mélanger fantasme et crédibilité. Alors, pour le côté crédibilité, c'est plutôt qu'il faut que ce soit une histoire. Parce que ce qui compte, c'est le voyage et pas la destination. Beaucoup de gens disent, oui, mais en romance, c'est ennuyeux parce qu'il se passe toujours la même chose. Et puis à la fin, de toute façon, ils finissent toujours ensemble. Il y a toujours la scène dans l'aéroport où ils courent après, ou alors ils s'embrassent et ils vont passer le reste de l'éternité ensemble et heureux. Et j'ai envie de vous dire, bien sûr, mais dans un thriller, les gars, ou non, pas dans un thriller, dans un policier, est-ce qu'à la fin, ils retrouvent le meurtrier? Oui, parce que c'est le but. Le but, c'est qu'ils retrouvent le meurtrier. Et donc, il y a toute l'enquête pour retrouver le meurtrier, non? Bah, c'est pareil dans une romance. Le but, c'est qu'ils finissent heureux ensemble pour toujours. Mais comment ils vont y arriver? Et c'est ça qui est important. Comment vont-ils réussir à être ensemble et à être heureux pour toujours? Et pour ça, ils doivent surmonter des obstacles. Pour ça, ils doivent apprendre à se connaître. Pour ça, ils vont devoir aller voir dans l'âme sombre de l'autre. Et pas forcément l'âme sombre dans son sens méchant, malsain ou mauvais, dans sa part sombre, dans sa part cachée, dans la part qu'il ne veut pas qu'on voit, dans la part dont il a honte ou dans la part dont il a peur de révéler. Et ça, autant chez les hommes que chez les femmes, que dans les romances MM, les romances FF, dans tous les types de romances. Il faut aller voir à l'intérieur des gens, parce que l'amour, c'est ça, c'est tomber amoureux, c'est voir l'intérieur de la personne, c'est voir qui elle est vraiment, la regarder dans les yeux, percer ses mystères et l'aimer quand même. Et ça ne veut pas dire que ça doit se faire sans difficulté. Ça ne veut pas dire que ça doit être comme ça du tout cuit. Non, on veut voir ça. Et on veut voir que c'est difficile. Et on veut voir que ça compte, que c'est important. Donc, ce qui compte, c'est pas la destination. La destination, la plupart du temps, on la connaît. Ce qui compte, c'est le voyage. Faites-nous un voyage qui nous fait rêver, mais qui nous bouleverse aussi, qui nous provoque des émotions. Un voyage qui n'est pas facile à faire. Mettez des obstacles dans l'amour de vos personnages. Dans une histoire, on a tendance à dire qu'il y a un personnage principal. Et le personnage principal, c'est toujours le personnage le plus intéressant. C'est lui qu'on doit suivre. Le personnage principal doit être le personnage le plus intéressant. Et on a toujours un deuxième qui doit être tout aussi intéressant. Parfois il ne l'est pas, mais il devrait l'être. C'est l'antagoniste. L'antagoniste, ça ne veut pas forcément dire le méchant de l'histoire. C'est pas seulement Voldemort dans Harry Potter ou que sais-je. Non. L'antagoniste, c'est la personne qui fait changer votre personnage principal. Dans ce voyage, votre personnage doit changer, évoluer, apprendre, tomber, se relever et devenir différent. Régler un problème à l'intérieur de lui, affronter une peur, s'endurcir ou s'adoucir. Il doit changer. Quelque chose doit se passer en lui et c'est le rôle de l'antagoniste de faire en sorte que ça change. Et soit il y a la manière violente, en lui envoyant des monstres à combattre, et parfois il y a des manières douces, comme dans les romances, où l'antagoniste, c'est parfois l'autre personne du couple. Et donc il y a la manière douce, on peut faire changer une personne avec de l'amour, avec des conversations, avec des situations heureuses, on peut la faire changer sans violence. Et c'est ça souvent qui se passe dans une romance. Parfois, il y a des disputes aussi, c'est pas que de la tendresse et de l'amour, mais c'est la personne en face qui te fait changer, qui te pousse dans tes retranchements ou qui te rassure. Et c'est le but de cet antagoniste, donc de l'autre personne du couple. Donc si dans votre histoire, l'autre personne du couple n'est pas la personne qui fait le plus changer votre personnage principal, qui le bouleverse le plus, qui l'affronte le plus, avec qui il passe le plus de temps, c'est que c'est peut-être pas une romance. Une fantaisie avec une romance dedans, ça existe, mais une romance qui se passe dans un monde fantaisie, on appelle ça de la romantaisie parce que c'est d'abord la romance
Et ensuite, le fantasy. Le fantasy est plus un accompagnateur, un environnement pour la romance et pas l'élément principal dans lequel se trouve une romance. Donc faites très attention à ça pour ne pas vous tromper. Quand on écrit une romance, on se retrouve souvent confronté à une situation particulière où on se dit dans quel contexte mes deux personnages vont se rencontrer, parce que pour s'aimer, on est obligé de faire en sorte qu'ils passent du temps ensemble. On ne peut pas tomber amoureux d'une personne qu'on a croisée une fois ou deux fois. Et dans une histoire, c'est très difficile de faire en sorte que vos personnages se croisent tout le temps par hasard. Oh, on s'est croisé à l'épicerie par hasard. Oh, on s'est croisé dans la rue par hasard. On n'y pense peut-être pas, mais il faut trouver une raison pour laquelle nos personnages sont obligés de passer du temps ensemble. Comme ça, ils seront obligés d'apprendre à se connaître et à tomber amoureux. Donc, il y a toute une question sur la proximité. Comment faire qu'ils soient proches l'un de l'autre. Et pour ça, vous pouvez vous aider déjà de votre imagination, d'inventer des choses qui passeront du temps ensemble, notamment s'ils sont des ados, des amis en commun. Les amis en commun, du coup, vous faites des fêtes où vous croisez tout le temps en commun. Le Step Brother, c'est un trope où ils vivent dans la même maison, donc pas le choix de passer du temps ensemble. Et vous pouvez vraiment vous aider des tropes. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un trope, je vais vous le dire. On a tous vu ce film de comédie ou d'action ou un truc comme ça où il y a un mec tout d'un coup qui dit non mais moi jamais je monterai dans cet avion parce que j'ai tellement peur de l'avion et pour aucune raison au monde je monterai dans cet avion parce que je déteste l'avion et nanana 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 et tout d'un coup ça coupe et la scène d'après c'est lui dans l'avion en train de faire la gueule en mode comment t'as réussi à me convaincre à faire ça. Est-ce que vous voyez la scène ou pas? Cette fameuse scène. C'est un trope. Pourquoi? Parce qu'une personne un jour l'a utilisé, s'est dit mon dieu mais c'est super comme idée, c'est hyper drôle. Et que c'était tellement drôle que tous les autres films d'action se sont mis à mettre au moins une scène comme ça dans leur film. La prochaine fois que vous regarderez un film, vous vous rendrez compte que ce truc, vous l'avez vu 1 milliard de fois et que ça commence à devenir même cliché. Ça, c'est un trope. C'est un processus narratif utilisé et qui peut être réutilisé. En romance, il y a beaucoup de tropes parce que les gens réutilisent pas mal les mêmes choses. Il faut prendre les tropes et les faire à sa façon, à sa manière, en les différenciant un peu. Ça dérangera jamais les gens de revoir 1000 fois le même trope si à chaque fois il a été fait avec un regard différent. Donc pour cette histoire de proximité, il y a beaucoup de tropes qui peuvent vous aider. Je peux vous donner quelques exemples. Il y a un trope boss-employé. Vous voyez, donc là forcément ça se passe dans la même entreprise. Ils sont obligés de se côtoyer. Soit tout d'un coup il y a un nouveau qui arrive dans l'entreprise, un nouvel assistant ou je ne sais quoi. La workplace romance, donc c'est genre ça se passe dans la même entreprise, pas forcément avec une différence hiérarchique, mais juste en tant que collègue. Et donc tu es obligé de passer du temps en tant que collègue. Il y a le Brothers Best Friends. Donc là, c'est le meilleur ami de ton frère, donc forcément tu vas le croiser à la maison, tu vas le croiser dès que tu croises ton frère, tu vas le croiser dans certaines situations où ton frère est là. Il y a la proximité forcée. La proximité forcée, c'est par exemple quand tu te retrouves en colocation avec une personne que tu n'as pas vraiment voulu. Et du coup, tu es obligé de passer du temps avec cette personne, de comprendre comment elle vit. Tu es un peu coincé dans le même appartement ou dans la même situation. Et la proximité forcée, c'est voilà, les deux personnes, elles ne voulaient pas se retrouver bloquées ensemble, mais elles le sont. Et donc ça, vous pouvez inventer ce que vous voulez par rapport à la proximité forcée. Par exemple, il y a eu un tremblement de terre et ils sont enfermés dans une école inaccessible. Et du coup, ils sont bloqués ensemble et ils doivent survivre ensemble ou n'importe quelle situation de proximité forcée. Garde du corps, c'est aussi un trope. Tout est dit dans le garde du corps, il ou elle est obligé de te suivre partout. Et donc forcément, vous apprenez à vous connaître. Le fake dating, c'est un trope qui est très apprécié des gens. En général, les gens en lisent pas 1000 à la suite, ils en lisent un de temps en temps parce que, en général, c'est souvent la même histoire, c'est très répétitif, mais ils aiment bien. Et du coup, t'en lis un, et puis entre deux, tu lis plein d'autres livres, et puis t'en relis un parce que t'as envie de nouveau de vivre cette histoire de faux couple. Donc là, il y a un mariage, par exemple, et la fille ou le mec
ne veut absolument pas y aller tout seul et du coup il demande à l'ami d'un ami de faire semblant d'être sa petite amie pour ne pas avoir la honte, et du coup ils sont forcés de passer du temps ensemble à faire semblant d'être un couple, et donc ça les rapproche et ils apprennent à se connaître. Il y a le mariage arrangé, il y a beaucoup ça dans la romantaisie. Dans les mondes de fantaisie, il y a beaucoup de mariages arrangés parce que il y a le royaume qui est en danger ou qui a besoin d'argent, et donc la princesse va se marier pour, euh, pour assurer la paix de son royaume, et du coup elle est obligée d'apprendre à connaître son mari, obligée de passer du temps avec, etc. Il y a le trope prof-élève, donc dans la même école, le prof, l'élève, ou alors tout simplement le campus des étudiants qui sont sur le même campus, et du coup ils se croisent en cours. Ou alors dans le sport, s'ils ont une activité sportive commune, il y a souvent ça dans les MM, où ils sont dans la même branche sportive, soit dans la même équipe de foot ou de football américain, et du coup ils sont obligés de passer du temps ensemble, d'apprendre à se connaître, etc. Ou alors ce sont des rivales, par exemple patinage artistique, c'est un truc un peu solitaire, et ils doivent participer aux mêmes compétitions, souvent ils logent dans les mêmes hôtels pour aller aux mêmes compétitions, et du coup ils sont obligés de passer du temps et d'apprendre à se connaître. Encore et encore, en fait, ce truc d'être en contact très souvent avec l'autre personne. C'est un peu l'enjeu principal de la romance, c'est d'essayer de les faire cohabiter ensemble. Parce que souvent, les deux n'auraient jamais été ensemble dans d'autres circonstances, ou ne s'aiment pas, ou ont des différences tellement énormes que dans la vraie vie, jamais ils seraient tombés amoureux, et du coup, il faut qu'ils passent du temps ensemble pour que ça puisse arriver. Maintenant qu'on est là-dessus, on va parler des types de relations. J'ai répertorié pour vous des choses que j'ai remarquées sur les romances et qui pourraient vous aider à mieux définir la romance que vous voulez faire. Alors pour moi, il y a deux types de relations. Il y a les relations âme-sœur et les opposés s'attirent. Ensuite, il y a des obstacles internes ou des obstacles externes. Ensuite, il y a des personnages plutôt good boy ou bad boy. Je vous expliquerai ce que ça veut dire. Et il y a des relations, ça match tout de suite, et d'autres où ça match pas tout de suite. On va commencer par la différence entre âme sœur et les opposés s'attirent. Et ça, bien sûr, ça vient de moi. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs, donc si vous avez des choses à rajouter ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis, mais ceci est mon avis. Ce que j'ai pu observer, et je n'ai absolument pas tout observé. Les relations âme-sœur, c'est quand il y a une ressemblance entre les deux personnages, une similarité, quelque chose qu'ils ont en commun. Soit un traumatisme en commun, soit une activité en commun, soit un trait de caractère en commun, qui fait qu'ils peuvent se comprendre. Ils se comprennent en tant que « Ah, tu es certainement la seule personne qui peut comprendre ça parce que tu es comme moi. » Ou « Ce truc en toi est exactement comme moi et du coup je reconnais en toi une sorte d'âme sœur. » C'est « Tu me comprends. » L'autre relation qui est un peu son opposé, c'est les opposés s'attirent, c'est comme ça que je l'ai appelé. C'est quand les différences qu'on a nous complètent. On se complète. Tu es énergique, bienveillant, enthousiaste sur la vie. Je suis sarcastique, sombre et absolument pas optimiste sur la vie. Tu me complètes. Tu m'apportes de la lumière et de l'espoir. Et toi, tu m'apportes de la stabilité et du réalisme. On se complète parce qu'on est différent. Et l'autre, on se comprend parce qu'on est pareil. Vous pouvez faire des nuances, mélanger un peu des deux, mettre quelques trucs qui les complètent et quelques trucs qui les rassemblent. Faites un peu votre mix, mais en général, c'est toujours un petit peu plus l'un ou un petit peu plus là, l'autre selon l'intrigue que vous pouvez choisir pour vos personnages ou les personnages que vous avez choisis. Ensuite, il y a les obstacles internes ou externes. Un obstacle interne, c'est un défaut, par exemple la peur de l'engagement. On m'a trompé par le passé, du coup maintenant j'arrive plus à faire confiance, j'arrive plus à m'engager. Ou alors j'ai un trait de caractère, je suis égoïste, j'ai un trait de caractère égoïste. J'ai de la peine à accorder mon attention à une autre personne parce que je suis un peu trop centrée sur moi et mes problèmes.
j'ai un défaut du coup qui m'empêche de trouver l'amour et d'être heureuse en couple. Ça, c'est un obstacle interne à surmonter. Et ça se surmonte à l'intérieur de soi, avec l'aide de l'autre ou contre l'autre, etc. On a les obstacles externes, notamment la famille, par exemple. Gros obstacle externe, je dirais le plus gros obstacle externe, c'est la famille. Si la famille n'accepte pas l'autre, alors il y aura vraiment des problèmes, des dissensions au sein du couple, des ennemis, des ex qui veulent briser votre relation. Mais dans les dystopies ou les trucs comme ça, parfois il y a le gouvernement. Par exemple, dans une société de science-fiction où l'amour est interdite, par exemple, où les âmes sœurs paranormales sont interdites, c'est un obstacle externe aussi que vous pouvez utiliser. Et du coup, le couple doit un peu s'unir et se rassembler contre un obstacle extérieur, alors qu'un obstacle intérieur, ils doivent se battre plutôt l'un contre l'autre pour être ensemble. Le premier exemple qui me vient comme ça en tête quand je dis ça, c'est 50 nuances de Grey. Pourquoi, je sais pas, mais en fait c'est parce que lui, son défaut, c'est qu'il est trop contrôlant, il veut tout contrôler sa vie, il veut acheter son travail, il veut la contrôler dans tout aspect de sa vie, elle peut pas partir sans lui dire où elle va, etc. Et elle, ce qu'elle veut, c'est être libre et faire ce qu'elle veut. Donc elle doit se battre constamment contre lui et son besoin de contrôle, et lui doit constamment se battre contre lui-même pour contrôler son besoin de contrôle. Vous voyez, donc c'est un obstacle interne, ce besoin de tout contrôler, et elle doit faire des concessions pour ok, là j'ai besoin de ma liberté et que tu ne m'empêches pas de faire ce que je veux, mais là j'accepte de te donner le contrôle parce que tu en as besoin, etc., etc. Et du coup on se bat l'un contre l'autre en faisant des compromis, en se disputant, en s'écoutant, en ayant des conversations sérieuses, en exposant ses émotions, en exposant son cœur. Et ça, c'est un combat l'un contre l'autre, mine de rien. Mais pour un intérêt commun, pour leur intérêt et leur bonheur à tous les deux. Ensuite, good boy, bad boy. Alors c'est très caricatural, hein, ça veut pas dire qu'il y en a un qui est bon et un qui est mauvais, c'est plus nuancé que ça évidemment. Un good boy peut être méchant, un bad boy peut être gentil, mais je vais vous expliquer ce que je veux dire par good boy et bad boy. Pour moi, le good boy, c'est quand le garçon dans la relation, ou la fille, parce que ça peut être des FF, des MM, des FMF, des mélanges des 4, un couple à 4, un couple à 5, un couple à 3, comme vous voulez, des hommes, des femmes, des non-binaires et de tout ce que vous voulez dans l'arc-en-ciel possible. Donc caricaturalement, le good boy, c'est la personne du couple qui te stabilise, elle te recentre, elle te stabilise, elle t'apporte de l'équilibre, alors que le bad boy te déstabilise et t'apporte du déséquilibre. C'est comme ça que je le caractérise, tout simplement. Et ensuite, ça match tout de suite ou ça match pas tout de suite. Quand ça match tout de suite, en général, ils devront affronter des obstacles externes. On tombe tout de suite amoureux, c'est un peu le coup de foudre, en tout cas ça se passe bien. Mais la famille m'accepte pas du tout. Et donc je vais devoir me battre pour trouver ma place auprès de l'homme que j'aime, auprès de la femme que j'aime, contre sa famille et le reste du monde qui ne veut pas nous voir ensemble. En général, c'est du coup un truc plutôt de good boy où la personne te stabilise et comme ça, ensemble, vous pouvez combattre l'extérieur. Ça ne matche pas tout de suite, l'obstacle est souvent intérieur. On a des défauts ou on a des traumatismes, on a des peurs, on a un caractère qui fait que ça ne peut pas marcher tout de suite, et en général c'est un bad boy, ça te déstabilise et t'as pas envie d'être avec cette personne qui te déstabilise, qui remet en question ta vie, donc ça marche pas tout de suite et vous devez vous battre l'un contre l'autre pour être ensemble. Tous ces trucs peuvent être mélangés, c'est pas juste l'âme sœur, donc obstacle interne, donc good boy, donc ça marche tout de suite. Non, je vais vous donner un exemple. Dans Beautiful Bastard de Christina Loren, qui est une romance boss-employé, donc il y a le patron et c'est son assistante. En fait, tous les deux ont le même caractère de chien. Donc moi, je les caractérise dans âme sœur. Ce sont des âmes sœurs parce qu'ils sont tous les deux pareils. Et ils ont tous les deux le même défaut d'avoir trop de caractère. Alors lui, c'est un patron horrible et ignoble, et tous ses assistants s'en vont en courant. Et elle est
ignoble et a un sale caractère, donc elle peut rester et elle arrive à l'affronter et du coup c'est son assistante. Le même caractère horrible de chien. Ils se battent contre des obstacles internes, leur propre caractère. Le truc qui les rassemble, qui les rend similaires, qui fait d'eux des âmes sœurs, ils doivent se battre contre ça, ils doivent se battre contre leur caractère trop fort, contre leur envie tout le temps de s'éloigner de l'autre. Ils doivent se battre tous les deux contre la même chose pour être ensemble. Donc des âmes sœurs qui se battent contre un obstacle interne et externe parce qu'ils se retrouvent dans l'entreprise, qu'il y a des problèmes de hiérarchie, donc il y a des obstacles internes et des obstacles externes. C'est un bad boy parce que ça déstabilise, ils se déstabilisent l'un l'autre parce qu'ils se ressemblent et ça matche pas tout de suite. Donc vous voyez, c'est pas caricatural. Les opposés s'attirent, peuvent matcher tout de suite. Deux personnes, par exemple Grumpy Sunshine, un qui est sombre et l'autre qui est lumineuse ou lumineux, qui matchent ensemble parce qu'ils sont tous les deux attirés par ce qui est différent chez l'autre. Et ça match tout de suite. Et ils doivent affronter un obstacle externe parce que justement, la famille n'accepte pas cette telle différence entre les deux. Donc c'est pas caricatural où on doit faire la checklist et tout doit être parfaitement dans les mêmes cases. Mélanger bad boy, opposé satire ou âme sœur, mélanger obstacle interne, obstacle externe. Que ça matche ou que ça matche pas tout de suite, ça veut rien dire sur le reste de la relation, à part voilà le type d'obstacle plutôt qui sera privilégié par ce type d'intrigue. Vous voyez, tout ça, ça se mélange, ça se fait en nuances. Je sais pas si ça vous aura aidé comme vidéo, c'est un peu compliqué. Donc essayez de vous rappeler ce que je vous ai dit, âme sœur, opposé satire, obstacle interne, obstacle externe, ça match pas tout de suite, good boy, bad boy, etc. Pour conclure, on va faire un rapide récap de tout ce que je vous ai dit parce que ça doit être un petit peu le bordel. Mélanger fantasme et réalité. Pas trop de réalisme parce que ce n'est pas ce qu'on veut. On veut vivre une histoire d'amour incroyable qui ne nous arrivera jamais. Et pas trop de fantasme parce que sinon on n'y croit pas. On veut que ce soit émotionnel et palpitant, donc il ne faut pas que ce soit trop facile. Il ne faut pas qu'ils tombent amoureux sans raison. On veut qu'ils aient une bonne raison pour tomber amoureux, qu'ils soient forcés de passer du temps ensemble, d'apprendre à se connaître. On veut qu'ils voient à l'intérieur de l'autre, qu'on décortique couche après couche les personnages pour qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. On ne doit pas tomber amoureux de quelque chose de superficiel, on doit tomber amoureux de quelque chose de profondément caché. Pour ça, il faut mettre des obstacles, il faut anticiper, il faut qu'il y ait de la souffrance parfois, des émotions fortes, du drame, des conversations sérieuses, des situations émotionnellement bouleversantes, plus ou moins grande échelle, dark romance très grande échelle, rom-com très petite échelle. Vous pouvez vous aider des tropes pour créer votre intrigue, pour faire en sorte que vos personnages soient forcés de passer du temps ensemble, passent du temps ensemble. Aidez-vous de ces tropes parce que les gens, ça les aidera à aimer votre livre s'ils reconnaissent un trope qu'ils aiment bien. Mais n'hésitez pas à bouleverser les codes du trope pour surprendre les lecteurs et qu'ils se souviennent plus facilement du livre qu'ils viennent de lire. Être surpris par un trope qu'on a déjà lu 1000 fois, c'est super cool. Pour ça, il faut lire un peu de la romance, il faut connaître un peu ce qui se fait. N'hésitez pas à vous renseigner, à lire quelques romances avant de vous lancer si vous n'en avez jamais lu. C'est mieux. Pour créer votre relation et que du coup ils s'aiment non pas sans raison, choisissez soit âme sœur, soit opposé satire, soit une sorte de mélange. Soit ils se complètent, soit ils se comprennent. Mettez des obstacles, comme je vous ai dit, il y a des obstacles internes et externes. N'hésitez pas à en mettre autant que vous voulez, autant d'obstacles internes qu'externes, mais rappelez-vous qu'ils devront les surmonter pour pouvoir s'aimer réellement au grand jour ou juste s'aimer et accepter qu'ils s'aiment. Constamment dans votre histoire, rappelez-vous cette question. Il y a deux choses à vous rappeler. La première, pourquoi cette histoire est intéressante à lire? Pourquoi cette romance plutôt qu'une autre? Et le voyage compte plus que la destination. Voilà, ça c'était mes conseils. Un peu en vrac, un peu bricolé comme ça. J'espère que ça vous aura aidé. Peut-être qu'un jour je referai cette vidéo. Si vous avez d'autres conseils ou que vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça, les autres personnes qui ont vu cette vidéo et qui auraient encore des questions ou qui trouvent que c'est pas assez complet, ils pourront aller voir dans les commentaires et s'aider de ce que vous pourriez dire. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
Bon mois d'octobre de préparation au NaNoWriMo si vous y participez, ou de création de romance juste comme ça parce que c'est le temps pour vous d'écrire une romance si vous en avez envie, comme vous voulez. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!